Bienvenue dans Parlons Féminin. Pour ce tout premier épisode, on frappe fort. On parle d'une maladie invisible qui détruit des vies, des couples, des sexualités, des rêves de maternité, parfois même la santé mentale. Cette maladie, c'est l'endométriose. Alors mon invité aujourd'hui, c'est le professeur Sofiane Bendifala, expert de renommée mondiale et cerveau derrière l'endotest. Ensemble, on va tout décortiquer, le tabou médical, les erreurs de diagnostic, les traitements discutables, la vie intime et le manque de prise en charge globale. Une conversation honnête, intrusive, sans filtre. C'est maintenant, c'est Parlons Féminin. Bonjour professeur. Bonjour chère Yusra. Alors on parle de maladies silencieuses, de douleurs normales. Pourquoi l'endométriose a-t-elle mis autant de temps pour être diagnostiquée, pour poser des mots dessus? C'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, et si on devait un petit peu se remémorer un peu ce que c'est l'endométriose, il faudrait remonter à des textes anciens qui remontent à plusieurs milliers d'années, puisque les premières descriptions de la douleur endométriosique en tant que telle remontent à des documents de type papyrus. Et donc, on a un très bel article sur le sujet dans la littérature scientifique qui relate un petit peu dans les différentes périodes dans le temps la description de douleurs associées aux règles. Et donc, du coup, on voit que finalement, ce n'est pas une maladie des années 2000, c'est une maladie qui est beaucoup plus ancienne que cela. Et donc, on voit bien que derrière la question de la symptomatologie des règles douloureuses, il y a toute une histoire et toute une composante culturelle qui finalement touche l'ensemble des civilisations. C'est une maladie qui est répartie sur l'ensemble des continents, qui toucherait plus de 200 millions de femmes actuellement. Et donc on voit bien là que dans les différentes périodes du temps, on a là une maladie qui va concerner de très nombreuses femmes, impacter différentes composantes de leur quotidien. Et on comprend bien que les composantes du quotidien des femmes de l'an 2000 n'est pas le quotidien des femmes du siècle d'avant et encore moins de quelques centaines d'années en arrière. Qu'est-ce qui a changé concrètement? L'environnement, le mode de vie? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour pouvoir expliquer un petit peu ce qui fait que cette maladie-là, maintenant, est peut-être beaucoup plus prévalente. Je n'ai pas de réelles preuves scientifiques sur le sujet, mais j'ose dire que la règle, ou en tout cas les règles douloureuses, c'est quelque chose qui est présent dans l'espèce humaine depuis de très nombreuses années, pour ne pas dire depuis le début de l'apparition des premières règles. Il y a des études scientifiques sur le sujet, notamment qui relatent le fait que sur le plan anthropologique, donc sur la constitution des premiers cycles, cette notion de règle interviendrait au moment où il y aurait des dérégulations, des dérèglements du fonctionnement du muscle utérin, donc de ce qu'on appelle le myomètre, ce qui constitue l'utérus. Et ce dérèglement du muscle constituerait les premières règles douloureuses. Et donc on voit bien là que finalement, nous, entre ces premières règles qui ont été décrites et maintenant, on a finalement très peu avancé sur le fond, puisque quand les patientes viennent nous voir en consultation, elles cherchent évidemment à comprendre pourquoi elles ont ces douleurs, quelle est l'origine de ces douleurs, avons-nous une explication concrète, tangible à ces douleurs, et on voit bien là que les différents travaux scientifiques menés sur le sujet ne nous permettent pas concrètement d'y répondre. Et concrètement, qu'est-ce que l'endométriose ? La définition est complexe. Alors, j'ose dire, j'ai une définition très personnelle du sujet. Je dirais que c'est une maladie qui va, dans ses conséquences, empêcher une personne, un couple, une famille, finalement, de se révéler à elle-même, de devenir ce qu'elle doit être, parce que cette maladie-là va toucher l'ensemble des composantes de cette personne, de cette famille, de ce couple. Après, sur le plan médical, sur le plan plus scientifique, on considère, selon que l'on soit plus ou moins rigoriste sur le sujet, que du tissu qui ressemble à du tissu de règle viendrait se déposer en dehors de la cavité utérine, notamment à l'intérieur de la cavité abdominale, et que ce tissu-là va venir détruire, va venir toucher des organes comme les trompes, comme les ovaires, comme les intestins. Et c'est à ce titre-là que l'on a les premières destructions d'organes qui peuvent être à l'origine de pathologies, en tout cas de conséquences plus importantes. D'accord. Une des conséquences, ce sont les règles douloureuses. Quelles sont les autres conséquences de l'endométriose ? Différentes façons de répondre à cette question des symptômes. On a parfois des patientes qui ont des formes très avancées de la pathologie, avec une destruction des organes, et pourtant des patientes qui sont dites totalement asymptomatiques. Vous les interrogez, elles n'ont aucune douleur, aucun signe associé. Et d'autres fois, vous avez des formes millimétriques avec des patientes qui vont avoir des signes comme des règles douloureuses, des règles abondantes, parfois des signes digestifs avec des alternances de diarrhée ou de constipation, des ballonnements. Elles peuvent avoir aussi ce qu'on appelle des signes musculo-squelettiques, c'est-à-dire les conséquences sur la partie musculaire, avec notamment la présence de douleurs au niveau du bas du dos, vers les hanches, des sciatiques pendant les règles. Vous voyez un certain nombre de conséquences qui arrivent en seconde ligne, qui sont plus liées à la chronicisation de la douleur qu'aux règles douloureuses en première intention.
Et donc vous voyez que ces tableaux-là peuvent être divers, multiples et variés. Et donc du coup, c'est là où c'est fondamental de vraiment écouter les patientes et d'appréhender tous ces symptômes. Et pour se jauger soi-même ou réussir à se placer sur le curseur de la maladie, est-ce que ces symptômes doivent venir pendant les règles, avant les règles ? À quel moment on se pose la question de si j'ai ou pas de l'endométriose et si j'ai une symptomatologie normale ? La première question à se poser, c'est que globalement, ce qu'on peut dire, et ça c'est un message qu'il faut retenir et qui est puissant à mon sens, c'est qu'en théorie, les règles ne sont pas censées être douloureuses. Ça, c'est un fonctionnement, voilà. Gardons à l'esprit cette règle de base. Et puis après, il y a la question de, elles sont douloureuse, ok, sur un cycle, sur N cycles, est-ce que cette douleur-là va impacter le quotidien, empêcher d'aller à l'école, empêcher d'avoir une activité sportive, empêcher de vivre son quotidien? Et puis, est-ce que à ces règles douloureuses-là, vous allez développer d'autres formes de symptômes? Donc le curseur, en réalité, c'est des règles douloureuses, ce n'est pas normal, c'est déjà un curseur fort, et d'ores et déjà, à ce moment-là, il faut se poser la question du diagnostic. D'accord. Et comment se passe le diagnostic, du coup ? Le diagnostic en 2025, il est très simple, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir avoir une approche à la fois pluridisciplinaire et de s'intéresser en premier lieu aux patientes, c'est-à-dire écouter ce qui les embête, quels sont les symptômes associés à leur maladie. Elles ont le plus souvent des règles douloureuses, elles peuvent avoir des saignements abondants avec des caillots, elles ont souvent également ce qu'on appelle des signes digestifs, diarrhée, constipation, ballonnement, elles ont des troubles musculo-squelettiques, elles ont des douleurs pendant les rapports. Et donc tous ces symptômes-là vont impacter leur quotidien. Et donc le premier élément du diagnostic, c'est d'être en capacité de recueillir tous ces symptômes et d'essayer de déterminer leur niveau de gravité, leur niveau de sévérité. Ensuite, intervient, selon l'algorithme de ce qu'on appelle de la haute autorité de santé, on a des recommandations en santé qui nous préconisent dans ce contexte-là de réaliser une échographie, le cas échéant de réaliser une IRM et d'avoir à ce moment-là une première réflexion avec la patiente, avec le couple, sur la présence de symptômes et des éléments d'imagerie qui nous donnent ce diagnostic. Voilà déjà une première étape. Vous êtes chirurgien, est-ce qu'on opère trop ou justement pas assez, mal ? Qu'est-ce qui se passe autour de la chirurgie de l'endométriose ? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en réalité, quand on est chirurgien, l'objectif, c'est vraiment de trouver la bonne indication. Et donc, dans la grande majorité des cas, les indications chirurgicales, finalement, ne sont pas formelles. L'objectif d'une intervention chirurgicale, c'est de pouvoir répondre à un besoin. Et le besoin, il est très simple dans le cadre de l'endométriose. Vous avez des patientes douloureuses, vous avez des différentes options de traitement. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'avec ces options de traitement, on puisse trouver la véritable balance entre l'intérêt d'une intervention chirurgicale et ses risques. Quand on se pose la question d'une intervention chirurgicale, on a globalement deux grands objectifs. Soit améliorer la qualité de vie des patientes, soit optimiser, voire même maximiser leurs chances de conception. Et donc toute la difficulté revient à déterminer quelle est l'extension de la maladie. Est-ce que véritablement on n'a pas d'option peut-être moins invasive, moins intrusive à la chirurgie ? Et on se pose toujours la question ultime, c'est est-ce que véritablement la balance bénéfice-risque est en faveur d'une intervention chirurgicale ? D'accord. Et finalement, en quoi la chirurgie est intrusive, surtout quand on cherche à avoir un bébé par exemple ? On est toujours dans la même discussion, c'est que l'objectif d'une intervention, c'est de pouvoir, par exemple, dans le cadre de l'endométriose, chez une patiente qui souhaite concevoir, de se mettre dans des bonnes conditions de conception. Et donc, elle intervient pour optimiser les chances de conception. Et c'est quoi, justement, ces bonnes conditions de conception ? Ça dépend de l'obstacle initial, en réalité. Quand les patientes, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que déjà, globalement, la grande majorité des patientes avec une endométriose conçoivent spontanément et normalement et n'ont pas besoin d'aide médicale pour le faire. Et puis ensuite, vous avez certaines circonstances qui nous amènent, en raison de l'extension de la maladie, en raison d'une atteinte au niveau des ovaires, en raison d'une atteinte au niveau des trompes, en raison d'une lésion très extensive de la maladie, à se poser la question d'un geste chirurgical. Et donc, en réalité, l'indication, si vous me posez la question de savoir est-ce qu'on opère trop, la réponse, j'ai tendance à vous dire, la réponse est non. Est-ce qu'on opère plus ? Quand on regarde les résultats des interventions qui sont réalisées dans notre pays, la réponse est non. Donc l'objectif, c'est véritablement de se poser la bonne question qui est quelle patiente on doit opérer et est-ce que dans cette situation-là, il y a un véritable bénéfice pour elle à faire une intervention. Chez les patientes qui ont des difficultés à concevoir, parfois l'intervention consiste à vider un kyste, parfois elle consiste à enlever une trompe, d'autres fois elle consiste à enlever toute l'endométriose qui est localisée dans le petit bassin. Et donc vous voyez bien que là, il y a une espèce de graduum dans le geste que l'on va réaliser. Parce que l'endométriose va venir empêcher l'anidation. Qu'est-ce que va empêcher La maladie, en réalité, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans le cadre de l'infertilité, elle peut avoir différentes
conséquences sur les chances de conception. D'abord, elle peut altérer ce qu'on appelle la réserve ovarienne. Elle va avoir des conséquences sur la destruction des ovaires, sur la notion quantitative et qualitative des ovules, des œufs, des ovocytes d'une patiente. Donc déjà, là, vous avez un grand pan de conséquences. Et ce pan-là, l'intervention chirurgicale ne va pas l'améliorer. Au mieux, elle sera neutre. Au pire, parfois, elle peut le dégrader. Puis après, vous avez un deuxième pan où vous allez avoir, du fait des conséquences d'une inflammation chronique, des problèmes de nidation, d'implantation embryonnaire, qui vont modifier ce qu'on appelle la structure même de l'utérus, à travers une adénomiose et sans adénomiose. Et puis après, vous avez les modifications anatomiques. Ces modifications anatomiques, elles sont destructives. Une endométriose, ça peut détruire une trompe, détruire un petit bassin. Et donc vous comprenez bien que quand vous avez une forme complexe de la maladie qui va se situer entre l'utérus, entre le rectum, clairement, l'obstacle est élevé pour concevoir. Et donc c'est difficile de dire dans chaque situation quelle est la cause véritable de l'infertilité, mais en réalité, voilà les différents pans que l'on peut avoir de difficultés. Et l'objectif d'une intervention chirurgicale vise à, au minimum, restaurer l'un de ces pans et au maximum à discuter la faisabilité d'enlever toutes ces localisations quand c'est nécessaire. D'accord. Vous avez parlé d'adénomiose, c'est quoi ? L'adénomiose, c'est une maladie complexe. Alors, certains l'associent comme étant une des formes de l'endométriose. Et il faut savoir que dans les formes d'endométriose, au moment où on se parle, on identifie 4 principales. D'abord, les formes dites millimétriques, qu'on appelle dites superficielles ou péritonéales. C'est des petits points d'endométriose qui sont de quelques millimètres. C'est de la poussière de lésion d'endométriose, de quelques millimètres, inférieure à 5 millimètres. Puis après, vous avez des formes dites profondes où les tissus même des organes sont infiltrés sur des épaisseurs. C'est-à-dire que l'endométriose va venir passer outre l'organe, c'est ça ? Oui, elle va détruire l'organe, c'est exactement ça. Quand vous regardez en réalité ce que c'est une endométriose, une image qui n'est pas forcément la plus adaptée, mais qui est facile à appréhender, c'est que l'endométriose, c'est un peu lorsque, comme vous avez par exemple une fuite de pétrole sur une plage, vous allez avoir toute cette partie-là qui va venir s'infiltrer dans les tissus, qui va venir détruire les tissus, les polluer comme vous l'avez évoqué, et puis du coup vous avez une forme d'endométriose dite profonde qui va détruire les organes. Lorsque ça touche l'intestin, on peut avoir une lésion digestive. Lorsque ça touche la face postérieure de l'utérus, ça détruit ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas. Lorsque c'est l'ovaire, ça détruit l'ovaire avec un kyste. Donc on voit bien là que la maladie peut être profonde. C'est à ce moment-là qu'on parle de profonde, d'endométriose profonde. Exactement. Quand ça atteint un organe. Quand ça touche un organe avec une quantité de maladie qui va dépasser les 5 mm. C'est très théorique comme définition. En profondeur. Exactement. Okay. Donc il ne faut pas confondre profonde et sévérité. La sévérité, elle est multiple. Elle est liée soit à l'extension anatomique, soit sur les conséquences que la maladie peut avoir sur la vie des gens. Et la dernière forme de l'endométriose, c'est les kystes ovariens, qu'on appelle les endométriomes. Et parmi ces 3 formes-là, une 4e qu'on appelle l'adénomiose, donc une forme de maladie d'endométriose de l'utérus qui va venir, elle, détruire le corps de l'utérus, détruire l'utérus et entraîner une modification de son fonctionnement. Donc qui ne touche pas les organes, qui va rester vraiment dans l'utérus. Oui, qui est en théorie cloisonné à l'utérus. Alors après, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'après on rentre dans la nuance. Il y a l'adénomiose interne, au corps de l'utérus, et puis après il peut y avoir ce qu'on appelle l'adénomiose externe. Et l'adénomiose externe et l'adénomiose interne sont la même composante, elle s'appelle adénomiose. Sauf que sur le plan biologique, sur le plan mécanistique, sur le plan de l'explication des mécanismes qui sont sous-jacents à ces 2 maladies-là, c'est pas toujours facile de trouver une cohérence générale. Mais donc, on considère globalement que l'adénomiose, c'est le corps de l'utérus, c'est l'utérus. Concernant le diagnostic, qu'est-ce qui est à notre portée pour savoir si on a de l'endométriose ou de l'adénomiose ? Restons sur l'endométriose. Restons sur l'endométriose pour se faciliter les choses. Disons que ce qui est à notre portée, c'est de pouvoir être à l'écoute des patientes, et ce, dès les premières douleurs, dès l'adolescence. Ce que l'on a à l'esprit, et ça on le sait, parce qu'il y a des travaux épidémiologiques sur le sujet, c'est que les premiers symptômes, c'est à l'adolescence, 12 ans, 15 ans. Et dès le départ, on a des patientes symptomatiques. Quand vous qui ont des douleurs de règles dès les premières règles ? Qui ont des douleurs de règles dès les premières règles. Dès les premiers jours de premières règles. Exactement. Vous les interrogez, elles vous disent « Mes premières règles m'ont conduit à l'hôpital. Mes premières règles m'ont cloué au lit. Mes premières règles m'ont empêché d'aller… » Alors voilà, c'est cette jauge-là qu'on aimerait savoir quand même. À quel moment on se dit que ces douleurs-là ne sont pas normales ? Dès le départ, parce qu'une douleur n'est pas normale. Quand il faut prendre un médicament pour calmer la douleur ou quand il faut justement jusqu'à aller aux urgences ? Non, pour moi, à partir du moment c'est grave. À partir du moment où vous avez des symptômes, ça devient un signe, au moins, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Okay ? Qu'on soit bien d'accord. Donc les règles ne doivent entraîner aucune symptomatologie.
Okay. Dans ma conception de mon métier, la réponse est oui. D'accord. Parlons maintenant du diagnostic. Alors, comment on se fait diagnostiquer cette maladie ? Cette maladie se diagnostique de façon très simple en réalité. D'abord, un grand pan d'écoute des patientes sur les symptômes et les conséquences de ces symptômes. Ensuite, on suit les recommandations françaises, européennes. On propose une échographie, on propose une IRM pelvienne. À ce terme de la prise en charge, vous allez avoir donc des symptômes, une évaluation des conséquences, une évaluation des traitements déjà entrepris et plus ou moins un résultat d'écho ou d'IRM qui vous donne un diagnostic ou non d'endométriose. Les choses se corsent quand le diagnostic n'est pas posé en écho et en IRM. Vous avez donc une discordance, des patientes douloureuses et pas d'explication sur les imageries à leur douleur. Et c'est là que ça devient difficile. D'accord, parce que ce n'est pas vous qui donnez les explications à la maladie. Il faut que ce soit le radiologue qui pose déjà un premier diagnostic, c'est ça ? Je dirais que le diagnostic, il est à la fois clinique, il est radiologique et maintenant il devient biologique. Et donc du coup, chaque partie va avoir son rôle à jouer. La partie clinique, elle a pour vocation de recueillir les symptômes. La radiologie, elle a pour vocation de poser la cartographie de la maladie, identifier les localisations, identifier les zones touchées et vous dire précisément quelle est finalement, entre guillemets, la classification de cette pathologie. Comment est la maladie étendue ? Donc il faut être étendue. expert. Alors, pour le diagnostic de l'endométriose et pour la question de la cartographie, il y a des niveaux, évidemment, il y a des disparités en termes de compétences sur la question de la lecture, relecture des examens. Mais je dirais qu'en tout venant, compte tenu de la prévalence de la maladie, tout le monde ne peut pas être expert de la relecture des examens d'imagerie de l'endométriose. Ce n'est pas faisable en pratique. Parce qu'on entend souvent des patientes qui disent « mais à l'imagerie, on ne voit rien ». Mes médecins ne voient rien, mon médecin généraliste, le gynécologue, le radiologue ne voit rien, mais je suis quand même douloureuse. Chaque règle sont douloureuses. Qu'est-ce que... C'est la situation que je vous évoquais précédemment, c'est-à-dire que vous avez une discordance. Vous avez des patientes symptomatiques, une imagerie normale. Une imagerie normale chez des patientes douloureuses ne signifie pas qu'il n'y a pas d'endométriose. Donc retenons deux chiffres clés. D'abord que quasiment 50% des patientes qui ont une infertilité dite idiopathique ont une endométriose. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que finalement... Qu'est-ce que c'est idiopathique ? Idiopathique signifie qu'on fait tous les bilans et on ne trouve pas d'explication à la difficulté de concevoir. Et quand vous creusez, c'est-à-dire que quand vous faites les bons examens avec les bonnes expertises, avec les bonnes expériences, vous arrivez à un diagnostic d'endométriose dans presque 44% des cas. Ça veut donc dire que lorsque des examens sont normaux et que vous avez des symptômes, l'infertilité en est un, il faut toujours se poser l'arrière-question de est-ce que le diagnostic est le bon ? Et c'est la grande difficulté de cette maladie. Je vous l'ai dit au départ, la maladie peut être millimétrique et centimétrique. Quand elle est centimétrique, elle est visible, n'importe qui peut la voir. Quand elle est millimétrique, n'importe qui ne peut pas la voir. Donc les médecins peuvent être dupés aussi par ça ? Parce que ce ne sont pas tous les médecins qui arrivent à poser un diagnostic d'endométriose. Et si on part du principe que les règles douloureuses ne sont pas normales, on est un peu perdu là en fait. Non, vous avez tout résumé. On a une maladie qui concernerait quasiment 200 millions de femmes dans le monde. On a des formes complexes, c'est-à-dire les formes millimétriques de la maladie qui sont 70% de ces formes. Et je vous dis que ces formes, on ne les voit pas en imagerie. Et donc les recommandations sont très claires. Les radiologues, les examens échographistes ne permettent pas de voir les formes millimétriques dans leur grande majorité des cas. Donc on a une maladie qui est complexe, une maladie qui est peu visible, dont les examens et les outils actuels ne nous permettent pas de poser le diagnostic. C'est pour ça qu'on avait un véritable problème de santé publique avec le diagnostic. C'est pour ça que depuis 20 ans, la pierre angulaire, le sujet majeur, a toujours été le diagnostic de l'endométriose. D'accord. Donc là, on peut logiquement parler de l'endotest parce que c'est un peu la suite de ces imageries-là, c'est qu'on n'arrive pas à diagnostiquer les formes millimétriques et l'endotest, donc par la salive, permet de diagnostiquer la maladie. Expliquez-nous ce qu'est l'endotest. L'endotest, c'est un nouveau paradigme en réalité. Jusque-là, la pathologie, on l'appréhendait à la fois sur les symptômes, sur la question des imageries, et maintenant on l'appréhende sous un versant beaucoup plus biologique. Ce versant biologique, finalement, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est les travaux qui ont été réalisés en cancérologie, par exemple, où biologiquement, on identifie des biomarqueurs dans les fluides, dans la salive, dans le sang, et on s'est dit, tiens, on va essayer de faire la même chose. Alors des biomarqueurs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits signaux de la maladie qui sont dans la salive, dans le sang, comme ce qu'on peut retrouver dans le sang ? Exactement, ce sont des petites molécules. Alors si on rentre dans les détails, c'est des petites molécules qui sont ce qu'on appelle des pièces de nucléotides. Il y a une vingtaine de petites pièces, comme un collier de perles. Et ce collier de perles-là, dans la salive et dans le sang, on les identifie. Ce sont des biomarqueurs. Et donc chaque perle va marquer la maladie, c'est ça ? En fait, chaque groupe de perles
et chaque accompagnement paquet de perles va nous permettre de nous mettre sur les pistes de la maladie. D'accord. Et notamment les pistes des mécanismes physiopathologiques de la maladie. En réalité, on fait le lien entre une maladie, sa localisation ou pas, et puis les mécanismes qui sont sous-jacents à son apparition. Et c'est intéressant pour les formes précoces, parce que les formes précoces, on ne les voit pas. Vous allez me dire, mais attends, tu fais le lien entre quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on n'arrive pas à identifier, tu fais le lien. La réponse, c'est oui, parce que la biologie, notamment la biologie moléculaire et l'identification de ces biomarqueurs, nous permet de faire ce lien. La précision diagnostique du test salivaire, en réalité, elle est appréciée dans sa capacité à, chez les patientes qui ont des symptômes, avec une imagerie normale, à vous donner un résultat de la présence ou de l'absence d'une endométriose. Et on estime qu'elle est de l'ordre de 95%, à la fois sur les études qui ont été réalisées et puis sur les résultats que l'on a maintenant sur la validation multicentrique française. Et à titre comparatif par rapport à une IRM ou une radio? Par rapport aux différents examens d'imagerie, on estime actuellement que le diagnostic de l'endométriose est beaucoup plus précis grâce au test salivaire. Donc là, on a fait un peu le tour des outils qu'on a pour se faire diagnostiquer. Maintenant, une fois qu'on est diagnostiqué, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change d'avoir un diagnostic de l'endométriose précoce? En réalité, il y a deux façons de répondre à ça. Si je réponds sur le versant des professionnels de santé, beaucoup vous diraient que finalement, avoir un diagnostic précoce ne change strictement rien, puisqu'on n'a pas de traitement curatif. D'accord. On dit précoce par rapport à l'âge? Non. À quel moment on se dit que c'est précoce? Précoce par rapport à l'extension de la maladie. D'accord. Et donc vous faites bien de me reprendre sur le sujet. Il y a évidemment une notion de temporalité, précocité par rapport à lésions plus anciennes, et il y a aussi précocité par rapport à la question de l'extension, millimétrique versus profonde. Là, on est dans un sujet qui est très précis, qui est celui du diagnostic des formes non visualisées en imagerie, qui globalement représentent des formes précoces millimétriques de la maladie. Donc je vous avais expliqué. À ce moment-là, c'est intéressant de passer en chirurgie quand c'est millimétrique ou... Non, en réalité, le sujet principal... Non, sûrement pas. En réalité, la principale problématique des lésions millimétriques, c'est que vous me posez la question de est-ce qu'il y a un sens de diagnostiquer tôt la maladie, précocement la maladie? Là, quand on se pose la question du diagnostic... Je vous pose la question parce que vous m'avez dit que même les formes les plus millimétriques peuvent être très douloureuses. Oui, mais donc les formes millimétriques... Non, c'est toujours... En fait, en réalité, le raisonnement, c'est qui on diagnostique. Est-ce qu'on diagnostique une jeune femme de 18 ans ou est-ce qu'on diagnostique une jeune femme de 35 ans qui est en errance depuis 20 ans? Vous voyez? Et donc, en réalité, la temporalité du moment où on pose le diagnostic a de la valeur. Donc, évidemment, si on diagnostique quelqu'un à 18 ans, au moment où elle a ses premières règles douloureuses, là, ça a du sens de les diagnostiquer puisqu'on va pouvoir lutter contre des conséquences de cette endométriose. Des conséquences sur la douleur, en luttant contre ce qu'on appelle la neurosensitisation centrale de la douleur. Ça veut dire que l'endométriose peut avoir des conséquences sur la douleur chronique des patientes. On va pouvoir prévenir l'infertilité de l'endométriose. Donc vous vous dites, qu'est-ce que ça change? Ça a des impacts majeurs. Maintenant, il est vrai que si on diagnostique les choses plus tardivement, vers 40 ans, parce que la patiente a des douleurs depuis maintenant 30 ans et qu'on arrive sur ce chemin-là, à ce moment-là de sa vie, évidemment que la valeur du test peut être discutée sur le fond. Ok. Et par exemple, une jeune femme de 18 ans qui a des douleurs de règles, qu'est-ce que vous faites pour limiter la casse et contrer un peu la maladie pour pas qu'elle s'étende sur les organes, par exemple? En réalité, ralentir la maladie au sens strict n'est pas faisable actuellement. Donc ce qu'on ralentit, on essaie de contraindre et de réduire les conséquences qu'elle peut avoir sur sa qualité de vie. De quelle manière? Donc en réduisant l'intensité de la douleur, en travaillant sur les mécanismes de la douleur, en essayant de prévenir les conséquences que ça peut avoir sur sa vie. Et donc on a l'impression qu'en 2025, on a réussi déjà à faire tout ça et qu'on est déjà au bout du chemin. Mais en réalité, non. Quand vous voyez les jeunes femmes et les patientes actuellement, on se pose encore et toujours la question du parcours de soins. Il y a une question d'équité dans le parcours de soins. Pour faire un véritable parcours de soins en endométriose, il faut pouvoir lutter contre les problèmes digestifs, donc voir une diététicienne, lutter contre les problèmes que ça peut entraîner sur les troubles musculo-squelettiques, sur les muscles, sur les os, avoir un kiné, avoir un ostéo, pouvoir avoir un travail global sur la gestion de l'impact sur la santé mentale. Donc vous voyez que ce parcours de soins, en réalité, on a beau dire que ça a du sens, on a beau avoir des prémices d'intuition que ça a de la valeur pour les patientes, et elles le répètent elles-mêmes, mais le vrai parcours idéal des patientes endométriosiques, nous en sommes qu'au début. Et qu'est-ce que vous prescrivez concrètement à des femmes qui ont des douleurs pendant les règles?
Alors, votre question elle est difficile parce que vous êtes en train de me poser la question de comment est-ce qu'on soigne une endométriose. Alors c'est difficile sur une discussion comme ça de pouvoir l'aborder. Je dirais que ce que je prescris, c'est pas ce que je prescris. C'est j'essaie de comprendre d'abord quels sont ces symptômes, véritablement. Et puis, une fois qu'on a compris ce que sont les symptômes, j'essaie d'identifier les conséquences sur sa vie quotidienne, personnelle, sexuelle, professionnelle. Et puis après, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle un véritable plan personnalisé de soins. On identifie des objectifs à court terme, à moyen terme. Et donc dans ça, après se pose la question très concrètement de qu'est-ce qu'on fait. Une patiente qui a des troubles digestifs, on part sur un régime alimentaire, un avis diététique. Une patiente qui a des troubles musculo-squelettiques, on essaie de lutter contre ces troubles musculo-squelettiques. Donc ça peut faire intervenir un kiné. Et quand on parle de troubles musculo-squelettiques, on parle de quoi concrètement? Très concrètement, les patientes vous disent j'ai mal au ventre. En ayant mal au ventre, elles vont avoir des douleurs au niveau du bas du dos. Au niveau du bas du dos, elles vont faire des douleurs de ce qu'on appelle du muscle piriforme, douleurs d'un côté ou de l'autre. Elles vont faire des sciatiques, donc des douleurs de la hanche, de la jambe. Pendant les règles? Pendant les règles au départ, et puis après vous avez une chronicisation des douleurs. Et puis vous allez avoir dans le temps une forme d'évolution de quelque chose qui est purement cyclique vers quelque chose qui possiblement peut devenir chronique. Et donc quand vous vous posez la question c'est quoi les troubles musculo-squelettiques, les patientes quand vous leur demandez de vous faire un schéma de là où elles ont mal, sur un schéma classique, elles vous font du rouge sur le ventre, du rouge sur les hanches, du rouge sur les jambes. Et donc vous comprenez bien que ces douleurs-là, c'est ça les troubles musculo-squelettiques. C'est pas l'endométriose qui va abîmer les muscles, qui va abîmer les fascias, c'est la lutte chronique contre la douleur qui va du coup chroniciser la douleur et leur entraîner ces fameuses douleurs projetées. C'est le corps qui lutte? C'est le corps qui lutte parce que finalement quand vous vous posez la bonne question, quand vous les interrogez, elles vous disent j'ai mal au ventre, je suis resté recroquevillé sur moi-même, j'ai mis une bouillotte sur mon ventre. Mais en réalité, le chaud sur la peau, la bouillotte sur le ventre, la position adoptée va mettre en tension un certain nombre de muscles, en contraction d'autres muscles. Et donc tout ça finalement, à l'échelle de 1 cycle, il ne va rien se passer. À l'échelle de N cycles sur N années, oui, à la fin, vous retrouvez des patientes sur une dizaine d'années avec de véritables troubles musculo-squelettiques. C'est intéressant que vous parliez de ventre, de bouillotte, etc. Parce que c'est vrai qu'on voit sur les réseaux sociaux énormément des photos de femmes qui ont le ventre brûlé par la bouillotte ou ce qu'on appelle l'endobélie, c'est-à-dire un ventre qui est complètement gonflé, alors que c'est des nanas plutôt minces ou même sportives et qui sont ultra complexées par ça. Mais quels sont les mécanismes, justement, je vais rester sur l'endobélie, qu'est-ce qui provoque cette endobélie, justement? Alors, de façon très simple, l'endobélie, c'est avoir ce qu'on appelle un ballonnement. Ce ballonnement peut être à la fois cyclique, associé aux règles, peut aussi être à la fois cyclique, associé à l'ovulation, et puis à un moment, complètement échapper à ce caractère cyclique et devenir chronique. De façon sous-jacente à cette endobélie, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une distension globalement de votre intestin grêle. Donc, vous avez l'intestin qui gonfle. C'est à cause de l'inflammation. C'est l'inflammation qui va entraîner ce qu'on appelle un ileus réflexe. Un ileus réflexe, c'est un gonflement de vos intestins, et donc du coup, au départ chronique, au départ cyclique, et puis à la fin chronique. Et donc, cette réaction réflexe de l'intestin, elle est liée au fait que dans votre cavité abdominale, vous avez des mécanismes d'inflammation sous-jacents et que par réaction, vous avez le ventre qui gonfle. Et donc, soit vous avez encore la capacité de lutter contre, c'est-à-dire que vous avez une sangle abdominale, une sangle dorsale qui tient un peu, soit vous n'y arrivez pas et donc du coup se pose véritablement la question de l'accompagnement de ces patientes sur ce symptôme-là. Donc là, on parle, ça c'est un symptôme digestif, purement digestif. Purement digestif, qui peut être lié à l'endométriose, mais ne perdez pas de vue que l'endométriose est une maladie complexe qui s'intègre chez des patientes qui généralement entre 15 et 25 ans dans son apparition et qui peuvent développer d'autres maladies inflammatoires. Quelles maladies ? Des maladies inflammatoires de l'intestin, des troubles fonctionnels intestinaux, peuvent développer de véritables maladies auto-immunes avec un contexte inflammatoire chronique. Et donc vous voyez bien que la complexité, quand vous me dites j'ai un endobélie, c'est mon endométriose, la réponse est non. C'est un symptôme qu'il faut pouvoir identifier comme étant associé à l'endométriose, voire même à d'autres choses. Et il n'est pas rare de voir apparaître des patientes qui vont avoir une endométriose et de véritables troubles fonctionnels intestinaux qui viennent véritablement complexifier la prise en charge des patients. Donc finalement, quand on a mal pendant ces règles et qu'on a toute cette symptomatologie, c'est pas juste on va voir son médecin généraliste, il faut aller chez un expert, un gynécologue expert. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'on a beaucoup trop de données là. On a beaucoup trop de choses à prendre en compte. Chez qui on doit se diriger quand on a tout ça? Cette question est hyper difficile. Il y a d'abord une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a mis en place la notion de filière. Filière signifie que dorénavant, quand vous êtes une jeune femme, une adolescente, une femme, et que vous avez quelque chose qui se rapporte de près ou de loin à l'endométriose, vous allez pouvoir faire appel à des médecins qui sont
expérimentés, habitués, qu'ils soient médecins généralistes, qu'ils soient sages-femmes, qu'ils soient kinés, qu'ils soient ostéos, qu'ils soient... Bref, une filière. Et donc vous me dites qui dois-je rencontrer ? Finalement, quel que soit l'interlocuteur, il va être sensibilisé. Premier point. Ensuite, est-ce que toutes les patientes qui ont une endométriose doivent voir un spécialiste expert dans l'endométriose ? La réponse est sûrement que non. D'abord, c'est pas faisable. Et puis ensuite, finalement, est-ce que l'intérêt global est de pouvoir voir un hyperspécialiste quand on a finalement des symptômes ? Peut-être que non, il n'y a pas forcément besoin. Donc restons sur la notion de filière et restons sur le point de la hiérarchisation des interlocuteurs. En France, sur la prise en charge des parcours de soins, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en première ligne doivent intervenir les médecins traitants et les sages-femmes et les gynécologues des patientes. Et puis selon la problématique, selon le risque, selon la complexité de la maladie, vous pouvez faire appel soit à un expert, soit éventuellement à un centre expert. Et c'est ça le sens finalement de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. D'accord, très bien. Là, je vais poser une petite question un peu tabou. Quelle est selon vous la plus grosse arnaque thérapeutique autour de l'endométriose ? Précisez votre question, parce que si vous me posez la question de quelle est la plus grosse arnaque scientifique, je vous dirais... Thérapeutique, pour soigner l'endométriose. Ouais, mais si on a plein de mythes quand même. Quand on est sur une logique de thérapeutique, on est sur une logique de ce qu'on appelle de médecine fondée sur les preuves. Ce qu'il faut faire expliquer aux patientes, c'est que lorsqu'on prescrit une option thérapeutique, lorsqu'on prescrit un traitement ou une stratégie, elle repose sur quelque chose qui est éprouvé, validé, démontré, redémontré. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'endométriose, on n'a pas des niveaux de preuves élevés pour tout ce qu'on propose. Lorsque vous interrogez les patientes, nombreuses vous disent que j'ai fait de l'ostéopathie, ça m'a amélioré. Or, quand vous regardez les études sur l'ostéopathie, il n'y en a pas beaucoup. Donc, lorsque vous me posez la question un peu taboue de l'arnaque sur les traitements, je vous dirais que d'abord, il y a tout un travail à faire sur le niveau de preuve. Essayer de continuer à essayer de démontrer que des choses ont de la valeur. Et concernant la pilule, on la prescrit un peu comme le médicament miracle. Déjà de une, comment ça marche ? Et de deux, en quoi est-ce efficace par rapport à l'endométriose ? Alors là, pour le coup, pour la question de la pilule, il y a des travaux scientifiques qui ont été menés. Ouais. Vous avez des traitements de première intention, qui est la pilule, par exemple, avec de l'oestrogène et de la progestérone, qui est la pilule classique. Vous avez des traitements hormonaux à base de progestérone. Et maintenant, vous avez de nouvelles molécules qui sont arrivées dans le monde de l'endométriose, qui ont vocation d'améliorer la qualité de vie en seconde intention. Donc, pour la question des traitements, on a des preuves. Alors la question, on peut toujours remettre en question le niveau de preuve et la quantité des études, mais globalement, comment ça marche ? L'objectif est très simple, c'est qu'en prescrivant une pilule, généralement en continu, c'est-à-dire sans règles, on entraîne ce qu'on appelle une aménorrhée. Et l'absence de règles va, de facto, dans un certain nombre de situations, quand la pilule fonctionne, et en l'absence d'effets secondaires, et réduire une partie de l'intensité des douleurs. Donc, la pilule va permettre de stopper les règles. Oui. Et c'est le fait de stopper les règles qui va limiter l'étendue de la maladie ou limiter les douleurs, c'est ça ? Et globalement, elle va surtout limiter ce qu'on appelle l'intensité des douleurs et améliorer la qualité de vie des patientes. Donc on est sur ce qu'on appelle de la perception, on est sur la question des symptômes, mais aucune pilule à ce jour n'a démontré son intérêt pour ralentir la maladie ou la faire régresser à une exception près. D'accord. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de marques de pilules, des dosages différents. Enfin, même sur ça, comment est-ce qu'on se place là-dessus ? Comment vous faites, vous, pour donner telle ou telle pilule à des femmes ? Comment on s'y retrouve ? On s'y retrouve d'abord parce qu'il y a ce qu'on appelle des recommandations françaises, puis des recommandations européennes, qui, sur la base des études publiées, permettent d'avoir une forme de hiérarchisation de l'intérêt de ces traitements. Quand on parle de traitement hormonal, il faut toujours avoir à l'esprit, et souvent c'est là où la situation devient difficile, c'est que ce qu'on souhaite, c'est bloquer les règles et réduire les symptômes douloureux. Mais derrière ça, il y a une forme de contrepartie. La contrepartie, souvent, sont ce qu'on appelle des effets secondaires. Et ces effets secondaires sont plus impactants parfois que les propres effets de la maladie. Et c'est là où, du coup, dans toute prescription avec une patiente, il faut que l'on ait cette balance bénéfice-effets secondaires à discuter. D'accord. Parce que c'est vrai que les effets secondaires sont quoi ? Prise de poids, parfois santé mentale un peu dégradée, quels autres symptômes, quels autres effets secondaires on peut retrouver ? L'idée, c'est de ne pas être caricatural. L'idée, c'est de faire un vrai bon constat au départ. Non, mais c'est pas caricaturé, c'est une réalité. Les gens, enfin, les femmes ont peur de la pilule, hein, qu'on se le dise, et je pense que vous le savez aussi. Les femmes appréhendent un peu la pilule, et pourtant, c'est quelque chose qui pourrait marcher dans le cadre de l'endométriose et dans les douleurs. Comment est-ce que vous faites ? Justement, je vous pose un cas d'une femme à qui vous pouvez prescrire une certaine pilule, et elle vous dit non, je ne veux pas d'hormones.
Ça tombe bien, vu que son choix, c'est ça qui prime dans la discussion de la relation médecin-malade, finalement, si la patiente n'a pas de désir de prendre un traitement hormonal, du coup, on se rend vers d'autres aspects du traitement. Vous voyez ? Et donc, la question de la pilule, en réalité, quand vous parlez des effets secondaires, évidemment qu'il y a des effets secondaires à ces traitements-là, il ne s'agit pas de les minimiser. Il s'agit surtout d'avoir une réflexion très nuancée sur quelle est ma situation initiale, dans quelle période de vie je suis. Okay, qu'est-ce qu'on souhaite gagner à court terme? Parfois, on peut être amené à prescrire un traitement hormonal à très court terme pour passer un cap, laisser le temps aux soins de support d'être efficaces et puis ensuite d'avoir dans la relation, dans la discussion, une seconde phase où on va arrêter ce traitement-là. D'accord. On parle de quels soins de support? Alors les soins de support, tout dépend des symptômes initiaux, des soins de support sur le plan digestif, des points de support sur le plan musculo-squelettique, des soins de support sur le plan de la santé mentale, tous ces aspects qu'il va falloir traiter et que la pilule ne va pas traiter. Vous voyez, la pilule, elle bloque les règles. Donc concrètement, on teste la pilule, on voit ce que ça donne et ensuite on teste les soins de support ou on fait tout en même temps? Non, l'idée c'est de pouvoir envisager de mettre tout en place en même temps. Pendant des dizaines d'années, jusqu'à finalement l'émergence de ces soins de support, le traitement initial de l'endométriose a toujours été la pilule. Okay. Et finalement, c'est ce qui finalement fait qu'à la fin, quand on se retrouve maintenant à soigner des patientes, on a des jeunes femmes de 30 ans qui ont déjà essayé 6, 7, 8, 10 pilules depuis leur adolescence et elles arrivent dans des situations extrêmes où clairement elles ont tellement été exposées à ces effets secondaires que la discussion, la moindre évocation d'un traitement hormonal est directement perçue comme étant quelque chose de très négatif. Donc il faut pouvoir renouer le dialogue, il faut pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on souhaite améliorer très concrètement. Et donc du coup, dans cette relation médecin-malade, ça vous paraît peut-être abstrait, mais il va falloir essayer de gagner sur des petits pans de la douleur, sur des petits pans de la maladie. Et donc c'est ce succès que l'on fait pas à pas qui va permettre à un moment ou l'autre d'avoir une amélioration. Il est illusoire de croire que quelqu'un qui souffre depuis 20 ans va être amélioré par un traitement hormonal. J'entends sur le plan du nombre de patientes, ou va être amélioré simplement par un régime alimentaire. Il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de dire que finalement, vous avez une maladie qui est complexe, avec de très nombreux symptômes, et qu'il va falloir essayer de gagner sur un certain nombre d'aspects. Voilà, c'est uniquement pour gagner du temps, ce n'est pas pour soigner. Soigner, pour moi, c'est améliorer le quotidien. Et donc, du coup, la pilule ne sert pas juste à gagner du temps. Elle peut permettre de gagner du temps parfois, mais elle sert surtout à essayer de temporiser les effets de la maladie sur le quotidien de la patiente. Voilà, ces deux aspects-là, donc soit l'amélioration de la qualité de vie, soit la fertilité. Est-ce que justement, cette pilule-là ne va pas venir mettre un peu en jeu la fertilité, ce deuxième point? C'est une question c'est souvent, parmi les questions que se posent très nombreuses patientes, c'est d'abord, quand vous les abordez en première intention, en consultation, il est fondamental d'aborder la question de la fertilité. Leur poser la question d'emblée, souhaitez-vous concevoir ou non? Et donc, dans cette logique-là, c'est d'essayer d'avoir une attitude préventive. C'est de faire ce qu'on appelle de la sensibilisation, de l'information, de la pédagogie. Et ça, c'est fondamental de pouvoir le faire très tôt, parce qu'on sait que la pathologie est susceptible d'avoir des conséquences sur cet aspect-là de la vie des gens. Une fois passée cette question de pédagogie, il y a une question d'évaluation soit de la réserve ovarienne, soit du potentiel de conception. Et donc ça, c'est aussi un autre pan de la réflexion que l'on va mener. La réserve ovarienne, c'est bien cette jauge qu'on a, nous les femmes, où on se dit, passé 35 ans, voilà, ma réserve ovarienne diminue. Qu'est-ce que c'est la réserve ovarienne? C'est une interprétation que vous faites. Je dirais que la réserve ovarienne, c'est objectivement une prise de sang qui sert à déterminer finalement, sur le plan quantitatif, le fonctionnement de vos ovaires, avec comme seule finalité sur le plan scientifique et médical de prédire une éventuelle capacité à répondre à une éventuelle stimulation. Donc ça ne dit pas que vous êtes fertile. C'est cette capacité qui diminue avec l'âge, on est d'accord? Qui diminue fatalement avec l'âge, oui, exactement. C'est un peu, Et un peu plus rapidement avec la maladie? Alors, c'est des choses qui sont discutées, débattues. Ouais. On peut considérer que vous avez un déclin logique et naturel de la réserve ovarienne dans le temps. On considère que globalement, avec une certaine forme de la maladie, il va y avoir un déclin qui peut être accéléré. Et puis après, vous avez des formes de maladie, notamment quand on a des kystes ovariens, qui entraînent une diminution très rapide de cette réserve ovarienne. D'accord. Et concernant cette prise de sang-là, quelle est la mesure et à quel moment on se dit c'est inquiétant, c'est pas inquiétant? C'est impossible de généraliser. En fait, chaque situation, chaque période de vie, chaque finalement antécédent de grossesse, de non-grossesse va permettre de déterminer le niveau de risque ou le niveau de sévérité de la réserve ovarienne. Je m'explique, si je vois une jeune femme qui a 22 ans et qui a une réserve ovarienne à 1,5 et qu'elle a déjà 5 enfants, vous comprendrez que du coup, je considérerais que l'altération de la réserve ovarienne est factuelle, mais finalement, fondamentalement, elle a déjà conçu 5 fois. Voyez. Et inversement, quand je vois une jeune femme de 38 ans avec une réserve ovarienne à 5, se pose évidemment la question de la quantité
ovocitaire, donc de la richesse ovocitaire, mais après de la qualité ovocitaire également, qui est un second paramètre de réflexion que l'on peut apporter à cette discussion. D'accord. Et si le fait de ne plus avoir ces règles vient contrer la maladie, la grossesse aussi, du coup ? Ce qui est démontré, c'est que finalement, en tout cas quand on réinterroge les patientes, on voit que durant la grossesse, les symptômes de l'endométriose en eux-mêmes vont nettement être atténués. Pas chez toutes les patientes, mais globalement, voilà ce qu'on en retrouve. Et cette période finalement de réduction des symptômes va perdurer après l'accouchement, s'il y a un allaitement, par exemple. Après, dès le retour des premières règles, après la grossesse, là, on peut voir apparaître des nouveaux symptômes identiques à la situation antérieure, parfois moins intenses, parfois plus intenses. Et donc, du coup, c'est là où, globalement, il y a une réflexion à mener sur la façon d'appréhender l'après-grossesse. Et qu'on soit clair aussi là-dessus, l'endométriose ne va pas empêcher une femme de tomber enceinte, selon la localisation de la maladie. Mais c'est pas, avoir de l'endométriose égale je suis stérile. Non, on ne peut pas considérer que... En fait, quand vous regardez le nombre de patientes qui ont une endométriose et le nombre de patientes non diagnostiquées, on peut considérer que l'endométriose peut être un obstacle à la conception, mais globalement, avoir une endométriose n'est pas systématiquement associé à une stérilité ou une infertilité. D'accord. Sûrement pas. Et à quel moment on parle de PMA dans l'endométriose ? Généralement, on se pose la question de la procréation médicalement assistée chez les patientes quand elles ont un désir de conception et que finalement, au bout d'1 an de rapport sexuel, elles n'obtiennent pas de conception. Alors, il y a la version pour les patientes qui sont en couple avec un homme, il y a la version pour les patientes qui sont en couple avec une femme, il y a la version pour les patientes qui sont seules. Et donc, en fait, la procréation médicalement assistée, maintenant, dans le cadre de l'endométriose, intervient à différents moments de la vie d'une patiente ou d'un couple. Et généralement, elle intervient quand on a une véritable difficulté à la conception. Évidemment que cette notion de difficulté, elle est à pondérer avec l'âge. On n'intervient pas et pas aussi vite de la même façon chez une patiente qui a 25 ans que chez une patiente de 42 ans. On ne se donne pas autant de temps de conception naturelle à 42 ans qu'on se donnerait à 25 ans. Alors, justement, la prise en charge d'une femme qui a 25 ans, de celle qui a 40 ans, quelle est la différence entre les deux ? La différence, c'est que globalement, ce qu'il va y avoir à prendre en compte, c'est quelle est la nature de l'endométriose, son extension, quelle est la réserve ovarienne, quelle est la qualité du sperme, comment fonctionnent les trompes. Donc à ce moment-là, l'âge rentre en jeu. Et évidemment, indirectement, l'âge rentre en jeu. D'accord. Et puis, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que, indépendamment de la question de l'âge, il y a véritablement la question de l'extension de l'endométriose, de ses conséquences anatomiques, notamment sur les ovaires, et du choix de traitement qu'on va pouvoir proposer aux patientes. Toutes ces difficultés sont quand même très compliquées. Avoir du mal à tomber enceinte, avoir des douleurs, etc. Il y a un aspect très psychologique. Comment vous l'accueillez, cet aspect psychologique de vos patientes ? J'essaie surtout de tenir compte du fait que quand je les reçois, habituellement, je suis dans une forme de recours en réalité, puisque je les vois avec un parcours de soins qui est déjà très ancien, elles ont déjà réalisé de multiples examens et elles me sont adressées pour, finalement, du fait de la complexité du dossier, pour cette complexité-là. Et donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas imaginer soigner quelqu'un, améliorer la qualité de vie ou améliorer la fertilité sans tenir compte finalement de l'impact que ça a au quotidien sur sa vie perso, pro, et vous l'avez évoqué sur la question de la santé mentale. Et donc ça, sur cette question de la santé mentale, on a sur le sujet de très nombreuses publications et on sait que cette douleur chronique, plurichronique, pluriquotidienne, qui va durer de très nombreuses années, va entraîner des conséquences. Des conséquences sur le niveau d'anxiété, des conséquences sur le niveau de stress global, des conséquences sur l'estime de soi. Vous comprenez bien que lorsque vous avez une patiente qui est douloureuse, qui n'a plus d'intimité, l'estime de soi est forcément très altérée. Pareil, c'est un dénominateur commun à toutes les femmes qui ont de l'endométriose, cet Non, aspect-là, sûrement pas, c'est difficile de généraliser, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous me posez la question de comment est-ce qu'on aborde ces difficultés, la santé mentale, en tout cas les conséquences de la maladie, sont forcément, on en tient compte. Et puis, ce qu'il faut avoir à l'esprit... Pendant longtemps, on parlait d'hystériques, de femmes hystériques ou de douleurs qui sont totalement normalisées, et que c'était normal d'avoir mal pendant ces règles. Cette conception des règles douloureuses et de notions d'hystérie que vous avez évoquées
pour moi, elles sont à la fois anachroniques et totalement obsolètes, en réalité. Obsolètes parce que sur le plan médical, quand vous interrogez les patientes, en fait, elles ont des douleurs et il faut simplement les écouter et on comprend bien ce qu'elles vivent. Deuxièmement, il y a maintenant assez de preuves scientifiques pour montrer que cette pathologie-là va impacter le quotidien des patientes, dans leur estime d'elles-mêmes, je vous l'ai dit, dans la confiance d'elles-mêmes et dans ce qu'on appelle des états de santé mentale qui peuvent être parfois très dégradés. Très dégradés parce qu'on a des formes d'endométriose qui vont impacter le quotidien au point d'être dans une forme d'entraîner des ruminations, des idées noires, des idées suicidaires, pouvoir rentrer dans des situations de catastrophisme. Le catastrophisme dans l'endométriose, c'est une situation où on a l'impression que c'est inextricable. Et donc vous avez mal, vous ne voyez aucune solution, votre quotidien est complètement, totalement s'effondre complètement autour de vous et vous n'avez aucune prise sur rien. Et à ça s'ajoutent les conséquences des effets secondaires, votre difficulté financière parce que vous ne pouvez plus travailler, etc., etc. Donc vous voyez bien que finalement, on parle d'une maladie qui a des conséquences sur la vie personnelle, mais c'est bien plus que personnel, on est dans des conséquences sociales. Oui, bien sûr, et là, je suis totalement d'accord avec vous. Et on parle d'empathie médicale et il y a cette chose-là que certains médecins n'ont pas et dont ces femmes-là atteintes d'endométriose ont besoin, c'est d'empathie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos confrères ou vos consoeurs? Parce que c'est encore d'actualité d'être confronté à un médecin qui ne comprend pas ce que cette femme vit et qui ne fait pas l'effort de se mettre dans sa peau. Je dirais que les choses évoluent. Alors elles évoluent évidemment beaucoup trop lentement. Je dirais qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans notre capacité à accompagner les patientes. Évidemment que lorsqu'on regarde un petit peu finalement, au regard du nombre de patientes qui sont touchées dans notre pays et au regard finalement du nombre de patientes qu'il y a dans le monde, finalement évidemment qu'on va beaucoup trop lentement. Okay. Ça, j'en disconviens pas. Après, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que par exemple en France, on a une stratégie nationale depuis 2022, qu'entre 2022 et 2025, il y a des choses qui se structurent, que je l'espère, la prochaine génération de jeunes femmes ne sera plus confrontée à l'errance diagnostique, que l'on pourra très tôt pouvoir les accompagner sur le plan des conséquences, sur la douleur chronique, la prévention de la fertilité. Donc vous voyez que la future génération de patientes possiblement avec des règles douloureuses ne sera pas confrontée, à mon avis, en tout cas je l'espère, pour un message d'espoir, aux mêmes difficultés que cette génération précédente. Oui, et puis il faut savoir que ça fait quelques années, je ne sais plus combien d'années exactement, que c'est dans le programme d'études médicales que l'endométriose fait pleinement partie. Vous, quand vous avez fait vos études, il n'y avait pas d'endométriose dedans? Dans mes études, il y a eu, évidemment, parce que j'étais dans un endroit très particulier, dans une université très particulière, évidemment qu'on a été formé à l'endométriose. Pour avoir été un des premiers à dispenser cet enseignement, à la fois aux médecins généralistes, aux sages-femmes, et ce depuis maintenant une dizaine d'années, on ne peut pas dire que l'on n'ait rien fait. Maintenant, la question, c'est que la difficulté de cette pathologie, je le répète, c'est qu'elle concernerait 10% des femmes en âge de procréer. Et donc vous comprenez bien que s'il s'agit de former l'ensemble des futures générations, on a un problème de fond à régler, et évidemment qu'il faut y travailler. Très bien. Et peut-être pour clôturer cet épisode-là, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote ou un témoignage marquant? Oui, je vais vous raconter l'histoire d'une patiente que j'avais suivie, moi, dans le cadre d'une endométriose sévère, qui avait été opérée d'une forme complexe de la maladie, qui était maintenant séparée de son compagnon et qui avait toujours voulu concevoir jusque-là. Et elle s'était interdit de concevoir seule parce que finalement, c'était un projet de couple initialement. C'est une patiente qui finalement a fait une démarche en aide médicale à la procréation. Et en réalité, dans cette démarche de procréation, elle a obtenu un petit garçon qu'elle a pu faire en fécondation in vitro, et donc en don, double don, donc un don d'ovocytes et un don de sperme. Et cet embryon qu'elle a porté a donné la naissance d'un petit garçon. Et ce petit garçon est venu avec elle en consultation, puisqu'elle avait accouché. Oh, et cette histoire, elle m'a particulièrement marquée parce que je la connaissais depuis de nombreuses années. Ouais. Je ne l'avais pas opérée. Je l'ai vue évoluer dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et je l'ai vu surtout se mettre des freins et des limites et des barrières, en plus de celles que la maladie avait pu lui mettre. Et en réalité, quand elle fait ce double don, sur le plan théorique, elle n'a aucune chance de concevoir, puisqu'elle a une forme sévère de la maladie, elle a eu une complication sévère de cette maladie, et donc dans ces conditions-là, généralement on dit que les chances de conception sont faibles, voire très très faibles, voire microscopiques. Et finalement, elle a quand même réussi à avoir ce garçon, donc ce petit garçon qu'elle a appelé Abel. Et donc en réalité, quand on se dit, finalement, quand j'ai des patientes qui ont des situations inextricables, avec des situations d'endométriose complexes, j'essaie toujours de me souvenir de cette patiente qui finalement, c'était tout interdit, et elle y était allée à ce petit garçon, et elle l'avait eu, et elle était la plus heureuse du monde.
même si sa situation paraissait impossible à... Donc le message à retenir, c'est de toujours persévérer, Toujours. ne jamais laisser tomber. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Merci pour votre intervention. J'espère que ce premier épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un deuxième sujet. Je vous dis à bientôt.